Tous les soucis que j'ai eu, j'ai réussi à les régler. Bien sûr. Quand il arrive ce problème, je sais qu'il y a cette solution. En fait, il y a beaucoup de peur qui rend l'inaction. Alors que l'immobilier, tu es quasiment sûr de faire 1 million. Et je trouve que ça a plus de valeur quand tu t'es saigné pour l'avoir, plutôt qu'on te donne tout direct. Pour ça, on dit toujours dans l'immobilier, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Je fais 0 marketing, 0 vidéo, et j'avais déjà plusieurs clients. Fais-nous kiffer pour les haters. Alors salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'accueille Yas. Yas est passé de 0 à 40 biens immobiliers en l'espace de 5 ans. Donc c'est un parcours très impressionnant. Donc il va nous raconter ses débuts dans l'immobilier, ses réussites et aussi peut-être ses échecs. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Moi c'est Yas, 36 ans. J'ai commencé l'immobilier en 2018. J'ai commencé par des colocations et ensuite j'ai enchaîné sur des immeubles de rapport. Maintenant j'aide les gens à investir. Donc tu es passé de 0 à 40 biens immobiliers. Oui. C'était quoi ton salaire au début ? Tu étais quoi en CDI ? Est-ce que tu étais entrepreneur ? Comment tu as débuté ? J'étais en CDI, je gagnais 3 000 € et j'étais ingénieur en informatique et je travaillais en cabinet de conseil. Et quand tu dis que tu as 40 biens immobiliers, oui. Ça représente quoi dans ton patrimoine ? Des places de parking, des appartements, des immeubles de rapport, des maisons ? C'est principalement des appartements en immeubles de rapport. J'ai 2 colocations et après le reste c'est que des immeubles de rapport. Et il y a un lotissement de maisons avec maisons et appartements. En termes de stratégie, tu fais quoi exactement ? De la location saisonnière, de la colocation ? Que de la longue durée. Que ça, parce durée. que je veux que ce soit le maximum passif, pour pas que ça me crée un business, tu vois. Tu investis essentiellement en société ou SCI, ouais, en majorité. J'ai juste un LMNP et puis tout le reste c'est SCI. À quel moment tu t'es dit je vais investir dans l'immobilier ? Est-ce que tu as eu un élément déclencheur qui a fait que tu es devenu investisseur ou est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ? En fait, j'étais pas très épanoui dans mon job d'ingénieur et de consultant et en fait je cherchais un échappatoire. Au début, j'ai commencé par les cryptos, mais je voyais que c'était pas mon truc. C'était trop volatile et voilà. Et ensuite, j'avais quelques connaissances qui faisaient, des amis qui faisaient un peu d'immobilier, mais ça me tentait pas plus que ça. Et après, j'ai commencé à creuser le sujet. Et ensuite, je me suis énormément formé dans l'immobilier. Je me suis dit, je pense que c'est mon truc, parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'en fait, quand tu es en CDI, tu as un pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'effet de levier. Et en fait, grâce au CDI, tu peux enchaîner les investissements, les prêts. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais un levier, c'était mon CDI. Dès que j'avais ça en tête, je voulais emprunter un maximum. Quand tu dis CDI, tu gagnais combien par 3 000, ouais. 3 000 € par mois environ. D'accord, c'est-à-dire que est-ce qu'une personne qui gagnerait 1 500 € par mois, elle pourrait avoir ton parcours ou pas, ou c'est impossible ? Il pourrait l'avoir, mais peut-être un peu plus de temps. Parce que c'est vrai que forcément, il faut avoir quand même un bon salaire et des revenus, de l'épargne surtout. Mais c'est possible carrément. Il faut juste montrer à la banque qu'on soit bon épargnant. C'est surtout ça qui compte. Et que l'investissement soit rentable. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'immobilier, mais ils passent jamais à l'action. Est-ce que tu penses que c'est la peur, le manque de connaissances ? Pour moi, c'est pas forcément le manque de connaissances, parce que maintenant, les informations, tu les as partout. C'est plus la peur. La peur d'avoir des locataires qui payent pas, la peur de pas être rentable, d'avoir des soucis, des gros travaux. En fait, il y a beaucoup de peur qui rend l'inaction. Souvent, moi, ce que je vois, c'est des gens qui pensent qu'ils vont être bloqués aussi par la banque, qui vont pas pouvoir enchaîner, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut les bonnes stratégies pour pouvoir avoir un profil qui permet d'enchaîner les investissements. Donc que ce soit avec un bon salaire, de l'épargne, aussi des bons véhicules d'investissement. C'est surtout ça qui est important. Selon toi, c'est quoi le plus difficile entre démarrer de 0 et avoir 40 appartements, ou peut-être moins, ou alors plutôt de démarrer un business et de faire le million à l'année ? Le plus dur, franchement, c'est le business. Parce qu'il y en a un sur je sais pas combien qui réussit un business à 1 million. C'est plus dur. Alors que l'immobilier, tu es quasiment sûr de faire 1 million. Tu as juste à être la relation entre ta banque et les locataires, empocher le loyer, rembourser le crédit grâce au loyer et ensuite transformer du brut en net. Tout le monde peut le faire, ça, tu vois. C'est très très simple en soi. C'est très simple. Il faut juste Tout le monde peut le avoir faire. un minimum de connaissances, fiscalité, monter un dossier bancaire, mais quand tu sais faire... C'est ça. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a des gens, ils aiment leur métier, ils veulent pas forcément quitter le salariat. Il y a des gens, ils sont pas forcément faits pour le business en plus, c'est très dur. Pour vraiment avoir cet objectif-là, il y a rien de mieux que l'immobilier. Parce que c'est de l'effet levier, c'est de l'argent qu'on te prête pour justement investir. Et la banque va pas te prêter pour investir en bourse, en crypto. Elle va te prêter pour un bien immobilier qui va se transformer en valeur nette au bout de quelques années, et ça c'est magnifique, tu vois. Carrément. Tu as 40 biens immobiliers aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres concrètement ? En gros, c'est dans les 10 000 € de cash flow. Et donc, plusieurs centaines de milliers d'euros de remboursement de capital tous les ans. Les gens, ils y pensent pas à ça. Sans compter les intérêts que je paye, tu vois. Tu te crées en valeur nette un salaire de cadre tous les ans. Mais carrément.
Et c'est ça qui est magnifique, tu vois. Voilà, moi, j'ai investi dans les 3 millions de patrimoine sur les 40 lots. Et donc, ouais, ça fait à peu près 10 000 euros quand on enlève toutes les charges, les intérêts d'emprunt. Ouais. Donc, tu vis actuellement à Paris. C'est ça, Je oui. suppose que tu n'as pas investi à Paris parce que sinon tu ne ferais pas 10 000 euros de cash flow. Exactement, c'est ça. Ils sont placés où tes investissements? J'ai des colocations à Tours dans la région centre et j'ai mes immeubles qui sont dans le nord, dans la région de Lens. C'est que des immeubles de rapport avec des appartements, que ça va du studio au T4. C'est loué en vide parce que je préfère que les gens restent longtemps, il y a moins de turnover. Et c'est ça que je voulais éviter, c'est une gestion trop coûteuse, je le loue en long terme. Quand on voit 40 biens, on imagine que tout de suite la réussite. Oui. Mais est-ce que derrière tu as une certaine pression? Oui, énormément. Si t'as un locataire qui paye pas, si t'as des travaux à faire, c'est pas loué. T'as une pression pour relouer rapidement un bien quand un locataire part. Et une pression aussi sur le fait que il faut que je m'assure que les loyers rentrent. Donc il faut mettre en place des bons systèmes pour justement sécuriser le loyer. Voilà, soit je prends des garanties visales, soit si c'est un locataire compliqué, je prends des garanties loyers impayés. Là, j'essaie de sécuriser au maximum les loyers. Okay. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est le nerf de la guerre. Aussi, rendre attractifs les appartements, très important, pour que les locataires se sentent bien et pour qu'ils restent sur le long terme, tu vois. Donc chaque départ de locataire, je fais des rénovations. Parce que vu que moi souvent j'ai acheté des immeubles qui sont déjà loués, là moi ma stratégie c'est d'investir sur des immeubles qui sont déjà loués sans travaux et de me concentrer sur aller chercher le financement. Et le but c'est d'enchaîner les acquisitions, faire tout ce qui est rénovation plus tard. Du coup, une fois que tes locataires partent, tu utilises l'argent de la SCI du coup les fonds, pour faire les travaux? Non, les fonds travaux que j'ai empruntés à la banque, tu vois. Ah, t'as quand même emprunté des fonds de travaux malgré que tous les appartements soient loués. C'est ça, exactement. Et t'as demandé un différé avec ça? Ouais, toujours. Okay. Toujours. Okay. Souvent, j'ai 2-3 ans de différé. Mais c'est trop bien ça. Et même sur un bien, j'avais 7 ans de différé. Oui. Moi, le max, c'est juste 3 ans. Ouais, souvent c'est 3 ans, mais après, en fait, c'est juste que j'enchaîne les 3 ans d'anticipation, plus 2 ans de différé, plus souvent il y a des 2 ans de report, tu vois. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Oui. Par exemple, je sais pas, tu as eu un locataire qui a fracassé ton appartement ou quelqu'un qui n'a pas payé pendant plusieurs années, que tu as eu du mal à virer J'en ai eu plein. Fais-nous kiffer pour les haters. Sur un appartement, j'avais une fille qui voulait louer mon appartement, toute gentille. Elle m'a envoyé son dossier en temps et en heure. Franchement, elle était sérieuse. Je me suis dit, c'est parfait, c'est cool. Magnifique. En plus, il y a la CAF qui paye aussi une partie de son loyer. Okay. Donc, je l'ai loué à cette personne. Sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'elle était aussi avec son copain. Son copain, il a ramené son beau-frère. Ils étaient à 3. Après, il y avait une autre personne. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 chiens dans l'appartement. Mais non. L'appartement de 30 mètres carrés, quoi. Donc, ils vivaient en surpopulation dans l'appartement. Chacun payait une petite partie du loyer, je suppose. Je sais pas comment ils faisaient, mais au bout d'un moment, il y avait plein de problèmes dans l'appartement. Mais j'arrivais pas à intervenir. Problème de voisinage aussi, peut-être avec les chiens et tout? Ouais. Du bruit, problème de voisinage avec les chiens, le bruit, etc. Ils avaient des problèmes de plomberie. Sauf qu'à chaque fois que je faisais intervenir des plombiers, ils se barraient en courant. C'était une porcherie dans l'appartement. Le sol, il était jonché de déchets. C'était franchement une déchetterie. Du coup, je pouvais pas intervenir pour la fuite, pour rien. Après, ils ont arrêté de payer le loyer. Du coup, il a fallu que je les vire. Donc, je leur disais, écoutez, trouvez un autre logement et puis moi, je rénove et basta, quoi. Enfin, on n'en parle plus, quoi. Carrément. Mais ils avaient du mal, ils ont dit non, on va pas retrouver un bien, etc. Donc ça a duré quand même 2-3 mois environ. Okay. Et après, il fallait que je me déplace. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'ils ont quitté le logement. C'était une puanteur là-dedans, c'était horrible. Et il y a un chien qui est mort dans l'appartement. Mais non. Ouais, je te jure. Okay. Donc là, c'est une histoire de fou, quoi. Ah ouais, c'est clair. Là, j'ai fait une vidéo sur TikTok sur cet appartement-là. Okay. Ça a fait énormément de vues, tu vois. Forcément. Ça a fait le buzz de fou. Ah ça, c'est sûr. Et j'ai jamais vu un appartement comme ça. Franchement, c'était fou. Et toi, comment tu les gères les problèmes psychologiquement? Est-ce que ça t'atteint ou tu t'en fous? Alors, je vais te dire, au début, ça m'atteignait énormément. J'étais mal et tout. Je me suis dit, ça t'imagines, t'as un appartement, t'as des locataires qui payent pas. Ils ont ravagé l'appartement, il est dans un état déplorable. J'étais mal, tu vois. Quand tu multiplies les lots, tu multiplies ton lot de problèmes. Forcément. Au bout d'un moment, je suis arrivé à un point. En fait, j'avais tellement de soucis à gérer, je me suis détaché. C'est quoi le plus important? C'est la santé ou c'est le... Tu vois? Bien sûr. Je me suis dit, bon, là, je me concentre sur moi. Et je me suis détaché de tous les problèmes. Je suis de toute façon, que j'attende un jour de plus ou 3 heures de plus, ça n'a rien changé. Ouais, ça n'a rien changé, c'est clair. Je me suis recentré sur moi. Et les problèmes, je les ai pris un par un. J'ai réglé les problèmes petit à petit. J'ai trouvé un autre gestionnaire qui est 10 fois mieux. Maintenant, j'ai mis des process en place pour anticiper ce genre de soucis. Et même si j'ai un souci qui arrive, je suis détaché. Tous les soucis que j'ai eus, j'ai réussi à les régler. Quand il arrive ce problème, je sais qu'il y a cette solution. De toute façon, peu importe le business ou l'investissement, l'entrepreneur passe son temps à gérer les problèmes. On est payé pour gérer des problèmes. Sinon, tu fais rien, tu n'investis pas.
Ouais, c'est Ton ça. cash, il dort, et puis à 30, 40 ans, t'es encore dans le même Ouais, taf, voilà, et c'est puis ça. Le problème, t'es c'est que mal. t'as pas Quoi. évolué. Exactement, Donc, t'as pas est-ce que évolué. c'est mieux d'avoir un peu de problème, mais Voilà. on évolue et après on profite de la vie? C'est ou ça, alors, bien tous sûr. les problèmes se règlent. J'ai eu un immeuble qui a cramé, ça s'est réglé, Ah tu ouais, vois. carrément, Ouais. carrément. Un compteur Linky qui a Ouais. explosé et ça a fait brûler tout l'immeuble. C'est pour ça que j'avais fait le choix des immeubles, c'est parce que paradoxalement, plus t'as de l'eau, plus t'es sécurisé, parce que Ouais, c'est ça. tu dilues le risque. Si t'as des problèmes sur un ou deux lots, Bien sûr. bah, tu sais que le reste, il est payé, tous Bien les sûr. loyers sont payés, Bien donc sûr. le risque, il est beaucoup plus minimisé. Quoi. En plus, Ouais. les gens, ils pensent pas, mais c'est plus simple de faire financer un immeuble de rapport à 200 000 qu'un appartement à 200 000. Ah, mais bien sûr. Ce qui est bien aussi dans ma stratégie, vu que souvent c'est déjà loué, la banque prend en compte déjà les loyers. Ah, mais au lieu de voir une projection des loyers, je lui envoie les baux. Et pour toutes les personnes qui disent qu'il y a trop d'impayés en France, tu peux nous dire sur 40 appartements, t'as combien d'impayés au jour d'aujourd'hui? 5-6 impayés environ. Mais ça se gère. Par exemple, c'est des personnes qui ont eu des difficultés, qui touchent souvent la CAF, les aides. Ils ont du mal à un peu à en voir le bout. Donc moi, je privilégie la communication. Ok. Je leur dis voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour des personnes qui sont bienveillants, Ouais. et qui me disent voilà, j'ai souci là, mais je vous paierai. Quoi. Donc c'est pas grave, je fais un plan d'échelonnement et ils payent Bien leurs sûr. dettes. Mais sur ce lot-là, j'ai toujours au moins 1 sur 40, plus de son, plus d'image. Je vais te poser une question, tu vas me répondre franchement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la faute des propriétaires, des fois qu'ils ont un locataire qui paye pas? Oui, il y a des signaux. Il y a des signes. J'ai une liste de red flags. Si j'ai ça, je prends pas. Par exemple, un locataire qui dénigre son ancien propriétaire, je le prends pas. S'il me raconte ses problèmes ou alors qu'il est trop dans l'urgence, c'est pas très bon, tu vois. Ok. Tu vois, un peu des locataires, ils n'arrivent pas à payer la caution. Si tu Quand peux ça pas payer- commence comme ça, en si tu général, sais pas payer la caution, genre ouais, je vous payerai la caution le mois d'après. Bah non, je non, prends ça pas. pue, ça pue. Ouais. Et si un jour tu devais tout perdre, que ça te ferait peur? Non, moi je suis prêt à tout revendre et partir sur d'autres bases. Hein. Toujours dans l'immobilier ou tu changes? Pas forcément, parce que pour moi, tu sais, moi j'ai le profil d'un mec qu'on a lancé dans une carrière professionnelle avec un diplôme en mode salarié, tu vois. Je suis pas dans une famille d'entrepreneurs, mais le gros avantage de l'immobilier, et ça c'est un truc de fou, l'immobilier, c'est vraiment un tremplin vers le business. Si je repars à zéro, je crée un business direct. Et là, je sais que j'ai ma casquette d'entrepreneur à 100% grâce à cette expérience dans l'immobilier. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours l'immobilier. Quand t'as aucune idée de business, quand t'as juste ton salaire, bah en fait c'est le meilleur moyen pour d'une te faire un patrimoine, de l'argent, et de deux, bah, pour aller vers le business, tu vois. Tu vas construire des compétences qui sont utiles au business, parce qu'il faut être résilient, il faut trouver les capacités d'adaptation, Bien sûr. comment faire de l'argent, comment gérer des business plans, tu vois. Et en fait l'immobilier ça t'apporte tout ça. Par contre, si j'étais salarié, mais x10, je refais tout en immobilier, tu vois. Ah bah oui, clairement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir une belle maison au bord de la mer. L'immobilier, si tu investis d'abord en locatif et tu te construis, je sais pas moi, plusieurs millions en net, un jour, quand c'est fini d'être payé, grâce à ce que tu t'es fait, tu vas t'acheter ta maison de rêve, tu vois. Oui, mais les gens, ils sont impatients. C'est ça, ils la veulent tout de suite. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent au loto, par exemple. Bien sûr. Ils veulent tout de suite. la richesse tout de suite, bah oui. sans rien faire. Mais tu sais, ces gens-là, même ceux qui gagnent, ils sont pas heureux après, parce en plus, qu'ils ont tout de suite. Tout flambé, peut-être Bah oui. aussi. Tu vois. Et je trouve que ça a plus de valeur quand tu t'es saigné pour l'avoir, Oui, ça a plus de plutôt valeur. qu'on te donne tout direct. Tu vois. Est-ce qu'il y a un bien que tu as acheté ou tu regrettes? Ouais, un immeuble, sur le papier, c'était le plus rentable, mais dans les faits, la composition n'était pas top, parce que c'était beaucoup de lots en peu de surface, beaucoup de turnover, les appartements n'étaient pas bien optimisés, et du coup, ça ramenait des locataires qui n'étaient pas de bonne qualité. Il faut pas regarder que le rendement. Il faut regarder aussi le bien, comment il est en fait. Est-ce que il va te ramener des bons locataires? Il est bien optimisé pour justement être quali, tu vois. Est-ce qu'un bien de qualité attire constamment des locataires de qualité, selon toi? C'est à nuancer, ça dépend à quel emplacement. Si c'est dans une ville attractive, ça te ramène toujours des bons locataires. Mais si tu as un immeuble au fin fond de la campagne, si la population n'est pas forcément quali, même si tu as un immeuble rénové propre, tu peux quand même attirer des locataires qui sont pas forcément l'idéal. Donc il faut l'emplacement et la qualité du bien, les deux. Aujourd'hui, avec les taux bancaires qui ont augmenté, et aussi peut-être les banques qui financent moins, entre guillemets, est-ce que tu penses que c'est plus difficile maintenant de partir de zéro et avoir un bon patrimoine immobilier? Bien sûr que c'était plus facile il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais ce sera toujours plus facile maintenant que dans 5 ans ou dans 10 ans. Bien sûr. Tu vois, pour ça, on dit toujours dans l'immobilier, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Investis déjà maintenant, et dans 5 ans, 10 ans, tu vas être content d'avoir investi maintenant, tu vois. En fait, les taux, c'est pas forcément la chose à prendre en compte en premier. Vaut mieux emprunter maintenant et construire un patrimoine qui va se construire avec le temps. Bien sûr. Et se construire un vrai actif que de ne rien faire. Et ensuite, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, t'auras rien, en fait. Tu vois. Et en plus, ces taux d'intérêt,
tu les déduis fiscalement. Oui, Donc tu réduis ton imposition. Bah oui, mais Donc c'est bien, c'est encore plus. ça te crée des charges en plus. Quoi. Bah oui, ça crée des charges en plus, donc c'est bien, c'est parfait. Carrément. Donc on a un taux à 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50, enfin, j'exagère, mais t'as compris. Donc d'une, tu réduis ton imposition, et de deux, si les taux rebaissent, tu peux renégocier ton crédit après, par la suite. Donc au final... C'est l'argent qu'on te prête qui n'est pas à toi en fait. C'est ça. Donc, et justement, moi je trouve ça bien. Parce que ça limite les investisseurs et t'as des meilleures affaires. Parce que là, il y a moins d'acquéreurs sur le marché. Là, moi, je vois tous les jours des très bonnes affaires qui tombent, mais des choses que tu pourrais jamais avoir quand les taux étaient à 1%. Il y avait 10 personnes dessus. Il y a moins d'acheteurs, forcément. Et c'était mort, tu pouvais pas avoir le bien. Là, les acheteurs ont la main. Ils ont plein d'offres. En fait, ils ont la capacité justement de faire des offres tabassées. Pour moi, on arrive justement à un moment où c'est le meilleur moment pour avoir des bonnes affaires. Tu vois. Est-ce que tu es propriétaire de ta résidence principale ou pas ? Non. Pourquoi ? J'ai alloué ma capacité d'emprunt uniquement pour justement créer des actifs. Est-ce que tu penses qu'une personne qui débute dans l'immobilier, si elle commence par sa résidence principale, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas, selon toi ? Si son objectif, c'est de lever un maximum et de construire un gros patrimoine, il vaut mieux se concentrer sur l'investissement locatif et ensuite acheter sa résidence principale. Si c'est une personne qui veut acheter 2-3 apparts, etc., par-ci par-là, il peut commencer par une résidence principale et ensuite acheter d'autres appartements, mais ça va être plus limité. Et aussi, ça dépend si tu habites dans une grande ville ou pas. Par exemple, si tu veux habiter dans Paris, dans un quartier sympa, des fois, il vaut mieux être locataire que propriétaire. Bah voilà. Parce que le loyer, il est compté dans l'endettement. Exactement. C'est pour ça, moi, j'ai fait le choix de ne pas acheter ma résidence principale parce que je préférais habiter dans Paris, dans un bon appartement sympa. Cet appartement-là, si je l'avais acheté, moi, j'avais plus de mensualité de charges à payer. Donc, tu vois, que dans les grandes villes, il vaut mettre locataire que propriétaire. Donc, on pourrait dire aussi que ça dépend des stratégies et aussi de la localisation, du coup. C'est ça. Stratégie et localisation, les deux. Et ceux qui disent que l'immobilier en France, c'est mort ? Je leur dirais que non, c'est pas mort. On est l'un des meilleurs pays au monde en termes de conditions de crédit. On a des durées élevées. Souvent, l'apport, il est limité. C'est en général 10% d'apport. Dans d'autres pays, c'est 20-30%, même plus des fois. Et en plus, l'apport là, on peut le récupérer facilement avec les bonnes stratégies. Et en plus, on a du différé. Ouais. Il y a très peu de pays qui ont du différé. Ça, on se rend pas compte. Ouais, total ou partiel, c'est extraordinaire, ça. C'est un truc de fou. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a toujours de l'intérêt à investir en France. Il y a peu de logements pour beaucoup de demandes. C'est vrai. Et donc, la demande locative sera toujours forte. Et quand tu as commencé ton premier investissement, est-ce que tu as mis de l'apport ou pas ? Non, zéro. Mais parce que c'était aussi le moment où c'était accepté de faire zéro apport par les banques. Et après, j'ai commencé à mettre de l'apport petit à petit. Mais moi, au début, je cherchais que des banques qui demandaient zéro apport. C'est-à-dire que tu n'as pas mis même les frais de dossier, frais de garantie ? Non, vraiment, j'ai 0 euros. J'ai tout inclus dans le prêt, frais de garantie, les frais de notaire, les frais de dossier, tout dedans. Ouais, et c'était magnifique, c'était royal. Il y a encore des banques qui le font. Un peu moins maintenant c'est plus 10%. Et si tu devais donner un seul conseil à une personne qui souhaite se lancer dans l'investissement immobilier ? De bien se former, d'avoir les bonnes connaissances et ensuite de se lancer, commencer à faire des visites. Ça aiguise son œil pour justement trouver les bonnes affaires. D'être dans l'opérationnel. Pas rester que dans les connaissances, mais aller au contact des agents immobiliers, des vendeurs, voir comment ça se passe, tu vois. Et déjà, rien qu'avec ça, il va avoir déjà un œil vraiment aiguisé sur le marché, comment trouver des bonnes affaires, avoir des contacts aussi, parce que le réseau off-market, il est très important. Et ça permet d'avoir des biens avant tout le monde. Oui, des biens qui ne sont pas en ligne. Bonnes pépites, quoi. C'est ça qui est fou. Parce qu'en général, les bonnes pépites... Bah oui, c'est ça. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que tu penses que sur le Bon Coin, on peut quand même trouver des bonnes affaires ? Oui, bien sûr. Oui, on peut en trouver. Le prix affiché, souvent, c'est pas le prix qu'on va acheter. Et il suffit de tomber sur une personne qui est pressée, soit qui sort de divorce, soit c'est une succession, et du coup, les héritiers veulent vite revendre parce qu'ils ont beaucoup de charges. Il y a des bonnes affaires, tu vois. Bah, carrément. Donc, il faut juste oser. Si toi aussi tu en as marre du salariat et que tu souhaites devenir libre financièrement comme ces entrepreneurs à succès, j'ai préparé pour toi un cercle, un groupe privé. Je vais te partager full valeur car j'apprends énormément de choses, que ce soit à travers les podcasts ou en off quand on discute tranquillement. Et je vais te donner aussi tous mes conseils dans ce groupe privé car je suis à la fois entrepreneur et aussi investisseur immobilier. Et c'est ça qui m'a permis de passer de 1500 € de salaire à libre et indépendant financièrement. Le groupe privé est dans la description de la vidéo, c'est 100% gratuit. À tout de suite. Est-ce que tu as déjà fait une offre agressive et l'agent immobilier t'a dit ouais non, c'est pas possible, il va jamais accepter. Et au final, c'est passé. Oui. Bah justement, pour mon premier bien. Premier bien, j'ai fait une offre agressive et ils m'ont dit ah non, monsieur là, moi je vais pas pouvoir. Impossible, ça passera pas. Ouais, ça passera pas, il va refuser tout de suite et au final, il accepte. Ouais. Il y a des agents immobiliers, ils ont tellement vendu du rêve aux vendeurs. Votre bien à vaut 300, alors qu'il en vaut 250. Voilà, c'est ça. Donc, juste pour avoir le mandat, du coup, ils osent pas présenter une offre basse. Et c'est ça qui est bête. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me mets dans la poche l'agent immo pour lui dire
écoute, on est dans la même équipe tous les deux, on va argumenter pour justement avoir telle offre. Moi, je veux pas négocier vos frais. Par contre, on va aller négocier le prix du bien. Donc aujourd'hui, tu m'as dit que tu gagnais 10 000 euros de cash flow net avec tes investissements immobiliers. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sources de revenus ? J'ai mon programme d'accompagnement où j'aide les gens à investir dans l'immobilier, plus sur des immeubles de rapport. Et donc j'ai cet actif-là. Après, j'ai tout ce qui est bourse, crypto, etc. Mais ça, c'est plus du long terme, tu vois. J'ai investi un peu tout le temps en DCA, tu vois, sur... Ok, tous les mois ? Ouais, tous les mois quasiment, ou alors dans des bonnes baisses. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre d'affaires que tu arrives à générer sur une année ? Ouais, c'est dans les centaines de milliers d'euros, quoi. Okay. Ouais. Avec l'investissement immobilier et tes accompagnements ? Ouais, c'est ça. Et parmi toutes tes activités, c'est quoi qui te rapporte le plus ? C'est l'immobilier. Parce que du coup, c'est ce que j'ai le plus, tu vois. Par contre, c'est pas 100% passif, parce que même si j'ai un gestionnaire, il y a quand même des fois des trucs administratifs à faire, tu vois. Mais c'est plus mon immobilier. Okay. Et moi, mon programme d'accompagnement, je le fais parce que ça me fait plaisir et j'aime retransmettre et voir les résultats, tu vois, de mes clients. Mais après, oui, il va tendre à être plus important que mon immobilier par la suite, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de la personne qui se lance sur les réseaux sociaux, qui a peut-être un bien ou deux biens immobiliers, mais il a tellement un bête de marketing qu'il arrive à bien vendre ? Est-ce que tu penses que cette personne-là est crédible pour donner des conseils ? Après, moi, je suis pas là pour juger, mais ça dépend. S'il est vraiment très bon, oui, je pense qu'il est légitime. Parce que des fois, c'est pas forcément une question de bien. Par contre, si c'est un mec qui fait juste du marketing, mais il n'y a rien derrière, c'est creux, et qui vend du rêve aux gens, mais il n'y a rien, c'est pas forcément l'idéal. En plus, je pense que ça, c'est plutôt lié à tout ce qui est crypto-monnaie, trading, des choses comme ça. Il y a beaucoup de scammers énormément, qui vont louer une voiture et puis ils vont faire genre... c'est ça, ils vendent du rêve. Mais ce marketing-là, il marche plus. Non, ce qui marche plus, c'est l'authenticité. Bien sûr. D'être naturel. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux en parallèle de tes investissements. C'était quoi l'élément déclencheur ? Avant d'être sur les réseaux, je vendais déjà des accompagnements. Que par bouche-oreille. Ah ouais ? J'ai un groupe WhatsApp avec plus d'une centaine d'investisseurs. C'est un groupe d'entraide, tu vois. Ok. Et à partir de ce moment-là, moi aussi, j'ai fait pas mal d'événements avant d'immobilier. Et je me suis construit un gros réseau d'investisseurs. Et un jour, un mec il m'a dit, est-ce que tu veux bien m'accompagner de A à Z sur un projet immobilier et je te paye. On m'a proposé ça. J'ai accepté. J'ai vu que c'était une réussite. Il a investi sur son premier bien immobilier. Et je me suis dit, pourquoi pas enchaîner ? Mais ensuite, il y a une deuxième personne qui est venue me voir pour que je l'aide. Et ainsi de suite. Et après, c'était que par bouche-oreille, recommandation. J'ai fait 0 marketing, 0 vidéo. Et j'avais déjà plusieurs clients. Et c'est après que je me suis dit, je vais développer ça un peu plus sérieusement. Et je me suis dit, autant se lancer sur les réseaux et développer ça, quoi. T'as combien d'abonnés au total ? Pas énormément. Ouais. Moi, je préfère la qualité plutôt que la quantité. Parce que tu vois, t'as des personnes qui vont avoir des millions d'abonnés. Qui font pas d'argent. Mais c'est pas des leads qualifiés. Je préfère avoir moins de vues. Mais des personnes qui sont vraiment au taquet, qui vont regarder toutes tes vidéos, ils vont penser toutes tes vidéos, bien sûr. Mais derrière, ils vont vouloir que tu les accompagnes. Tu vois. Parce que c'est pas forcément corrélé. Quoi. Le fait que tu as 1 million d'abonnés ne veut pas dire que tu fais 1 million d'euros. Quoi. C'est ça, c'est ça. Des fois, tu as 2000 abonnés sur YouTube, tu fais beaucoup plus d'argent qu'une personne qui a 500 000. Exactement. Ouais. Bon, les amis, maintenant, on va parler un peu plus de fiscalité. C'est un petit peu moins croustillant, on va dire. Ouais. Donc, comment tu gères, toi, de la fiscalité ? Est-ce que tu investis en SCI ? Est-ce que tu as une holding pour rester toujours en dessous des 42 500, avoir 15% d'impôt d'IS ? J'ai commencé par un premier bien en LMNP, location meublée non professionnelle. C'était le meilleur pour commencer, parce que du coup, c'est en nom propre, et puis voilà, et ça permet de défiscaliser. Et ensuite, j'ai investi sur une deuxième colocation. Sauf que quand j'ai fait les calculs, en fait, j'allais dépasser le seuil et j'allais me retrouver LMP. Et en fait, ce que je voulais, c'est rester LMNP, parce que c'était plus intéressant. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, au lieu de réinvestir encore en nom propre, autant créer une SCI. Et donc, sur cette deuxième colocation, j'ai créé une SCI pour être à l'IS. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait que des SCI pour des immeubles de rapport. Et après, j'ai fait tous mes investissements en SCI, à l'IS. Et une fois que j'ai fait mes investissements en SCI, j'ai créé ma holding. J'ai rattaché toutes mes SCI à la holding. Et maintenant, je fais ma défiscalisation au niveau de la holding. Est-ce que du coup, tu as créé la holding pour toujours essayer de renvoyer, par exemple, la SCI à la SCIB et t'envoyer de l'argent? Tu as fait ça pour rester sur le seuil des 15% d'IS, quoi, pas dépasser les 42 500 euros D'une, pour la trésor, faire circuler la trésor entre les SCI. Et de deux, pour, optimiser la fiscalité. Mais en vrai, pour le moment, c'est pas forcément utile, parce que vu que j'ai fait pas mal de travaux de défiscalisation, pour le moment, sur mes SCI, je suis pas en bénéfice. Je suis encore en déficit. Il y a une chose aussi qui est très, très importante quand tu as une SCI. Vu que tu bénéficies de l'amortissement de la valeur du bien, la VNC, la valeur comptable, toi, ta stratégie, c'est quoi? C'est de revendre dans 30 ans, là où tu as vraiment tout amorti, ou tu revends peut-être 7 à 10 années? Non, j'ai quand même une stratégie de garder longtemps, moi.
Même si fiscalement, oui, à la revente, c'est moins intéressant. Je te dis ça, mais peut-être dans 3 à 5 ans, je vais revendre, je sais pas. Mais pour le moment, j'ai plus une vision où je garde mon patrimoine le plus longtemps possible parce que ça me crée du capital net et de pas forcément réinvestir, tu vois. Et comment tu te rémunères à travers tes SCI? Est-ce que tu te payes en dividendes? Pour le moment, je suis pas salarié, je me verse pas de dividendes. Je garde l'argent dans les SCI. Okay. Voilà. Du coup, comment tu te rémunères avec ton activité d'accompagnement? Alors, ouais, activité accompagnement. Pour le moment, je suis en SAS. J'ai injecté beaucoup de trésorerie dans mes sociétés, dans mes SCI. Donc, j'ai beaucoup de comptes courants d'associés. Ouais, donc tu peux récupérer. Donc, je peux récupérer sans fiscalité. Okay. Voilà. Pour le moment. Mais après, par la suite, je me verserai des dividendes. Mais une personne qui débuterait et qui souhaiterait augmenter ses revenus tous les mois, tu peux pas lui conseiller une SCI? Une personne qui veut juste augmenter ses revenus ou avoir un complément de revenus, il peut même tout faire en nom propre, en LMP même. Et puis, c'est l'argent pour lui, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est aussi bien. Bien sûr, carrément. Il n'y a pas une seule stratégie qui marche, de toute façon. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi la différence entre une SCI à l'IS et une SCI à l'IR? SCI à l'IR, c'est sur tes revenus. Donc, c'est-à-dire que les loyers que tu perçois en SCI à l'IR, ils sont aussi pris en compte avec ton salaire, tu vois. Donc, tu as ton salaire, tu as ta SCI à l'IR, ça intervient dans ton avis d'imposition. Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'argent, tu peux le toucher aussi direct. Et SCI à l'IS, c'est ta SCI qui paye sa fiscalité sur l'impôt sur les sociétés et totalement dissociée à tes revenus salaires, tu vois. Et une personne qui souhaiterait faire de la location meublée et qui fait une SCI à l'IR, est-ce qu'il a le droit? Non, parce que tu peux pas faire du meublé, par exemple, tu vois. Donc, vaut mieux être à l'IS. Et tu peux moins défiscaliser aussi, tu vois. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Abonnez-vous aussi à l'Instagram de Yacine. C'était Yacine et Rémi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ouais. Ciao. Merci à vous. Merci à toi. Salut. Merci. Ouais.